Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Amphithéâtre Écho. La crise sanitaire engendrée par la pandémie du Covid-19 a bousculé en profondeur nos vies, nos organisations, mais elle a aussi mis en évidence le rôle essentiel de la protection sociale dans notre pays pour répondre aux attentes de nos concitoyens et défendre évidemment notre modèle français. Alors, 2020 devait être aussi l'année du lancement de la réforme des retraites. Celle-ci a été ajournée, évidemment, dès l'annonce du premier confinement, ce qui laissait d'ailleurs dire à certains qu'elle ne verrait finalement jamais le jour. Mais depuis quelque temps, même si les avis sont partagés, on entend à nouveau parler d'une nouvelle réforme. 2020 aura aussi été celle d'une promesse enfin tenue en matière sociale avec la création en octobre de la 5e branche de la sécurité sociale qui concerne la prise en charge de l'autonomie et dépendance de la sécurité sociale. Alors, beaucoup de questions autour de ces deux grandes réformes sociales. Verrons-nous un jour la fameuse réforme structurelle des retraites ? Et en matière de dépendance, la 5e branche suffira-t-elle à répondre à l'ensemble des charges concernant la perte d'autonomie pour les familles françaises ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau, à ma gauche, Jérôme Jaffré, directeur du CECOP. Bonjour Jérôme. Bonjour. Le CECOP qui... Le CECOP, Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, c'est dire que j'ai donc le plaisir de travailler souvent pour le Cercle de l'Épargne et Amphithéâtre sur les questions de retraite et de dépendance précisément. Et à ma droite, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Vous pouvez nous dire rapidement, Philippe, ce que fait le Cercle de l'Épargne ? Bonjour, le Cercle de l'Épargne est un centre d'études, de réflexion sur l'épargne, la retraite et également la prévoyance, qui est partenaire à la fois d'AG2R La Mondiale et d'Amphithéâtre. Alors, je vous propose, messieurs, de démarrer par le thème de la retraite. À l'occasion de l'enquête annuelle du Cercle de l'Épargne et Amphithéâtre, comme chaque année, vous avez posé la question aux Français sur leur niveau de vie à la retraite pour savoir si celle-ci sera, selon eux, suffisante ou non. Que révèle votre enquête 2020 ? Le confinement a-t-il changé l'opinion des Français sur leur perception de leur pouvoir d'achat à la retraite ? Jérôme d'abord, Philippe ensuite. Écoutez, la question effectivement du niveau de vie des retraités, elle est absolument fondamentale bien sûr, et elle révèle une inquiétude des Français. L'inquiétude des Français, ceux qui ne sont pas encore retraités et qui se disent « est-ce que nous aurons une retraite pour vivre correctement ?» C'est ce que nous mettons dans la question. Est-ce qu'on aura une pension de retraite suffisante pour vivre correctement ? Et puis ceux qui sont retraités, ils ont de toute façon le choc de la perte de leur niveau de vie par rapport à leur dernier salaire. Quand on dit en général « mais les retraités ont un très bon niveau de vie par rapport aux actifs, etc. » Les gens ne raisonnent pas du tout statistiquement comme ça. Ils raisonnent « j'avais mon dernier salaire, un niveau de vie, combien j'ai à la retraite par rapport à ce niveau de vie ?» Et du coup, inquiétude. Donc nous avons, dans nos enquêtes, on les fait depuis 6 ans avec le Cercle de l'Épargne et Amphithéâtre, un niveau d'inquiétude élevé, constant, surtout chez les futurs retraités, mais même chez les retraités, c'est pas l'enthousiasme non plus, avec en plus une différence entre les retraités hommes et les retraités femmes. Très importante, c'est-à-dire que les inégalités salariales durant la vie, elles se prolongent pendant la retraite, c'est-à-dire que les femmes en général, ont un niveau de pension de retraite qui est très nettement plus faible que celui des hommes, d'où l'importance, par exemple, de la pension de réversion, puisque elles sont souvent des veuves, les hommes disparaissant plus tôt que les femmes, par un étonnement de l'humanité, mais qui a tendance à se reproduire. Ce qu'on constate dans la dernière enquête que nous avons faite en septembre, et ça c'est une curiosité de la période Covid, c'est une remontée plutôt de la confiance sur la situation à la retraite. Alors qu'on aurait pu penser exactement l'inverse, très franchement. Et alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi cette remontée ? Je fais l'hypothèse, si vous voulez, que la retraite est apparue comme quelque chose de solide, de garanti. Dans une crise où on pouvait se dire, mais on risque d'arrêter de payer les gens, la retraite est apparue comme quelque chose de solide. C'est-à-dire que les gens étaient mis au chômage, ils ne touchaient pas la totalité de leur salaire quand ils étaient mis au chômage partiel, mais les retraités, eux, continuaient de recevoir leur retraite et à 100% de leur retraite. C'est donc un système extrêmement sécurisant. Et pour les futurs retraités, l'idée que la retraite, c'est quelque chose de solide, persiste. Reste quand même dans ce tableau assez positif, le problème de l'épargne retraite. Parce que souvent, les pensions de retraite qu'on a acquis sont complétées par une épargne retraite qu'on constitue. Et là, la question, c'est de savoir si les difficultés
financières quand même que beaucoup de Français ont rencontrées pour les futurs retraités durant la crise du Covid et l'amputation de revenus quand même qu'ils ont subi va peser sur l'épargne retraite qu'ils peuvent constituer, ce qui serait du coup un élément d'inquiétude que révélera peut-être notre prochaine enquête, probablement au premier trimestre 2021. Philippe, pour compléter. Sur le niveau de vie des retraités, c'est vrai qu'il y a entre le ressenti et la réalité des chiffres un écart important. Comme l'a signalé Jérôme, ce qui compte évidemment, c'est ce qu'on touche à la fin du mois et évidemment, on étudie ce qu'on touchait quand on était en activité professionnelle. Il n'en demeure pas moins que le niveau de vie des retraités en France est supérieur à la moyenne nationale. On est même aujourd'hui à 10% au-dessus de cette moyenne nationale. Pourquoi ? Parce que les revenus d'activité professionnelle diminuent en période de crise quand le niveau des pensions reste évidemment constant. On n'a pas baissé les pensions depuis le début de la crise sanitaire et fort heureusement. Par ailleurs, les retraités français sont plutôt bien traités par rapport à leurs homologues européens ou occidentaux. Le taux de pauvreté est faible en France pour les retraités, 2 fois plus faible que la moyenne nationale, près de 3 fois plus faible que pour les jeunes actifs de moins de 35 ans. Par ailleurs, il y a aujourd'hui 600 000 personnes au minimum vieillesse, donc ce qui est le plus faible, aux alentours de 900 €, quand en 1971, il y en avait plus de 2 millions, sachant qu'aujourd'hui, il y a 16 millions de retraités en France, à l'époque, il y en avait 5 millions. Donc le niveau de vie des retraités est relativement correct. En revanche, la question c'est de savoir comment va-t-il évoluer. Et peut-être qu'une des réponses au sondage dont Jérôme vient de parler, pourquoi les Français cette année, au mois de septembre, sont un peu plus optimistes sur leur retraite, c'est que le gouvernement a annoncé au mois de mars la mise à l'arrêt de cette fameuse réforme qui était anxiogène et dans leur tête, ils pensaient que le gouvernement voulait diminuer les pensions, même si ce n'était pas l'objectif numéro 1, objectif qui était l'équité, mais qui n'avait pas été compris par les Français. Et donc c'est pour cela, à mon sens, qu'il y a une légère remontée également dans l'opinion publique sur le niveau de vie projeté en matière de retraite. Malgré tout, le Conseil d'orientation des retraites, dans son dernier rapport du mois de novembre, a indiqué que d'ici le milieu du siècle, le fameux niveau de vie baissera pour la quasi-totalité des retraités. Il se situerait à entre 85 et 90% du niveau de vie moyen. Donc on voit qu'on va partir de plus 10 pour arriver à peu près à moins 10. Donc une véritable rupture liée au fameux baby-boom qui se transforme en paby-boom. Alors je rebondis sur ce que vous dites, Philippe. La réforme des retraites a effectivement été suspendue au mois de mars avec le premier confinement. Et après ce dernier, je vous pose la question à tous les deux, quel est le sentiment des Français face à cette réforme ? Est-ce qu'ils sont prêts à l'accepter ? Je commence avec vous, Jérôme. Écoutez, ce que vient de dire Philippe Crevel montre l'extraordinaire difficulté de faire passer une réforme des retraites. C'est un sentiment d'inquiétude que vous créez par rapport au système, à sa pérennité, car la retraite, c'est un engagement pour l'avenir, pour tous ceux qui ne sont pas encore retraités. Donc, est-ce que cet engagement sera tenu ou ne sera pas tenu ? Le problème ensuite de cette réforme, telle qu'elle était faite par le gouvernement, c'est qu'elle mélangeait ce qu'on appelle une réforme, une refonte du système, le fameux système par points, avec en plus une remontée de la fameuse âge d'équilibre, on remontait à 64 ans. Donc on avait une situation qui finissait par créer une assez forte hostilité, il faut bien dire, au projet de réforme. Souvenons-nous, il y a un an, début 2020, nous étions encore en grève par rapport au système de retraite et chacun le subissait. Alors, est-ce qu'on peut faire la réforme ? Ce serait sans doute possible en distinguant cette fois-ci le problème de la refonte du système du problème de l'âge. Si vous mélangez les deux, vous êtes sûr de finir par avoir tout le monde contre vous. La difficulté, en plus des réformes, c'est d'une part que les sympathisants qui soutiennent le parti au pouvoir, les sympathisants de la République En Marche, aujourd'hui disent « il ne faut pas reprendre la réforme telle qu'elle est », même eux le pensent, il faut donc faire uniquement la réforme par points. Et deuxièmement, la réforme par points, Philippe l'insistait sur cet aspect, elle est faite pour faire l'équité. Et donc pour faire que les femmes, par exemple, qui sont maltraitées par le système actuel, les fameux premiers de cordée de la période du confinement soient mieux traités par le système actuel, les revenus les plus faibles, ceux qui ont des statuts plus incertains dans la société française, soient mieux traités. Mais quand je regarde les données du sondage réalisé
proposées pour le cercle de l'épargne et Amphithéa sont précisément les catégories qui sont les plus hostiles à la réforme. Donc c'est extrêmement difficile parce que au fond, elles se disent, mais le peu qu'on a en vue des retraites, on ne sera pas gâté, mais ce qu'en plus, on va nous en reprendre. Donc, arriver à convaincre l'opinion publique dans ces domaines, c'est une opération très difficile. Le facteur de blocage, c'est l'âge. En France, on considère que l'âge de départ à la retraite devrait plutôt se situer à 60 ans qu'à 62 ans. La réforme de 62 ans a été acceptée au niveau législatif, après d'ailleurs d'importantes grèves, mais dans l'inconscient collectif, pour les Français, l'âge idéal reste fixé à 60 ans. Donc, quand un gouvernement souhaite dire 64 ans, évidemment, cela crée un blocage au niveau de l'opinion publique. Et c'est pour ça que cette réforme est difficile aujourd'hui à faire passer dans l'opinion publique, entre la réforme paramétrique, soulignée par Jérôme Jaffray, et la réforme structurelle. Alors je voudrais qu'on aille plus loin sur cette question, et je continue avec vous, Philippe. Est-ce que le gouvernement peut faire l'économie de cette réforme, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan politique, et que peut-il faire adopter d'ici 2022, d'après vous? Alors sur le plan financier, avant la crise sanitaire, on parlait d'un déficit aux alentours de 14 à 20 milliards d'euros pour 2024. Et c'est ça qui avait justifié la notion d'âge pivot pour obtenir un équilibre en 2024-2025. Entre-temps, il s'est passé quelque chose. La crise sanitaire a fait que le déficit du régime vieillesse en 2020 sera de au moins 23 milliards d'euros. Évidemment, on espère qu'avec la croissance qui devrait repartir, certainement, malheureusement, après le premier semestre 2021, ce déficit va se réduire. Mais il en restera toujours quelque chose qui va se rajouter au déficit qui était déjà prévu. Donc on va être sur des montants plus importants. Donc sur le plan financier, on pourrait se dire, évidemment, que le problème s'est accru, il faut prendre des mesures. Mais d'autre part, on voit bien que le gouvernement, aujourd'hui, son créneau, c'est on n'augmente pas les prélèvements, on n'augmente pas les taxes, donc on ne pourrait jouer que sur l'âge pour résoudre le problème financier. Et on revient sur le problème d'acceptation politique, et là je laisserai Jérôme Jaffray en parler. Alors, écoutez, le tableau est évidemment extrêmement difficile. La crise du Covid, elle n'est pas terminée. Elle va probablement se prolonger tout le premier semestre 2021 avant qu'on atteigne un niveau d'immunité collective, soit par le fait que beaucoup de gens seront touchés, soit par une réussite du programme de vaccination qui fasse que nous soyons enfin sortis de cette crise si dure. Et nous arrivons donc, après les vacances, à la rentrée 2021, c'est-à-dire le début de la campagne présidentielle, pour parler clair, puisque là on rentrera vraiment dans la campagne présidentielle. Donc, faire passer des mesures très difficiles, comme celle que nous venons de dire sur la réforme des retraites, ça paraît une gageure extrêmement dure. Ne rien faire, c'est pas l'idéal non plus. Car si vous ne faites rien, vous êtes accusé évidemment par tous ceux qui s'inquiètent des énormes montants de déficit que vient d'indiquer Philippe Crevel et sur lesquels il faut faire quelque chose. On va donc probablement, je dirais, aller vers quelque chose qui annonce un programme de relèvement déjà, soit du nombre d'années de cotisation nécessaires, soit de l'âge légal, mais pas brutalement, par étape annoncée. Et puis le fait que la réforme par points sera remise au programme de la campagne de 2022 pour plus de justice. L'autre question que je poserai, parce qu'on ne s'intéresse pas qu'au gouvernement, c'est de savoir si les candidats qui jusqu'à présent annonçaient qu'on allait revenir à la réforme à la retraite à 60 ans vont continuer à tenir ce discours. Est-ce qu'ils vont oser continuer à tenir un discours qui est mais on peut prendre sa retraite à 60 ans et le système peut financer tout ça, alors qu'on a demandé aux jeunes et aux actifs tellement d'efforts durant la période du Covid. Parce qu'abaisser l'âge de la retraite, c'est faire subir aux actifs un paiement beaucoup plus important pour les retraités. Donc vous voyez toute la complexité du jeu politique qu'il va avoir sur cette question effectivement capitale. Alors on va clore ici sur la retraite. Je vous propose de passer au thème de la dépendance, qui était évidemment dans votre enquête annuelle. Et j'aimerais savoir ce que révèlent les résultats de cette année et si les Français se sentent finalement concernés par la perte d'autonomie et s'ils ont peut-être évolué sur la question. Jérôme.
Très franchement, c'est un sujet éminemment délicat dans la tête des Français. C'est-à-dire que vous avez un blocage psychologique en partie quand vous allez expliquer aux gens, mais alors vos dernières années, ça va être quelque chose d'épouvantable, vous pourrez plus ni vous lever, ni vous laver, ni vous nourrir, etc. Ça, les gens n'aiment pas du tout, mais pas du tout qu'on leur parle de ces choses-là. Donc, on a la surprise, André Renaudin, le patron de la G2R, la mondiale, s'en étonnait quand je lui présentais les résultats de l'enquête. Je lui disais la moitié à peu près des Français se sentent concernés par le problème de la dépendance et de son financement. Et lui s'étonnait, il disait mais tout le monde devrait être concerné, tout le monde connaît des gens qui sont dépendants, etc. Mais c'est ce blocage psychologique, me semble-t-il, qui l'explique. On a donc, si vous voulez, la chose étonnante que 30% des plus de 70 ans dans notre enquête disent non, non, la dépendance ne me concerne pas du tout, alors qu'elle est programmée d'une certaine façon, en partie, ou pour une partie d'entre eux au moins. Mais inversement, on a la moitié des moins de 60 ans qui se déclarent concernés, soit parce qu'ils ont un membre de leur famille en situation de dépendance, soit parce qu'ils sont inquiets pour eux-mêmes en se disant comment on fera pour financer et vivre la dépendance si nous devons y aller. C'est dire qu'il y a matière quand même à mener le débat public. Et le débat public est capital. Si vous ne faites pas un débat public sérieux sur ces questions, vous ne faites pas avancer les attitudes des Français. Vous vouliez intervenir, Philippe ? Oui, je vais compléter ce qu'a dit Jérôme. C'est vrai que la dépendance, c'est un phénomène transitoire, en fin de vie, et qui n'est pas obligatoire. Ce n'est pas comme la retraite où la quasi-totalité des Français aujourd'hui partent à la retraite. Ce n'est qu'une partie, évidemment, des retraités qui va tomber dans la dépendance. Évidemment, comme on a de plus en plus de retraités âgés et très âgés, évidemment, dans ces catégories-là, la proportion est plus importante. Et puis, c'est vrai que c'est une question qui concerne essentiellement les aidants, la famille, qui va devoir gérer les derniers mois, les dernières années de leurs parents. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué sur un point de vue émotionnel et également sur un point de vue financier, pratique, d'organisation. Alors c'est exactement ce que vous dites, hein. On a tous un parent ou un ami dans cette situation de dépendance. On peut se poser la question pour nous-mêmes, bien sûr. Mais pour autant, est-ce que les Français sont prêts à investir sur le sujet, à mettre de l'argent au cas où ce risque arriverait ? Est-ce qu'ils sont, par exemple, favorables à mettre en place un contrat dépendance, Jérôme ? Écoutez, en attitude de principe, la réponse est oui. Dans notre enquête, c'est assez net. Ça n'est pas gagné pour autant. La théorie, oui. La pratique, non. Voilà, oui. Disons en tout cas que c'est pas évident. D'abord parce que c'est une question dans la tête des Français qui relève très largement de la solidarité nationale. Et non pas de l'effort personnel que chacun devrait faire. D'où la création de la 5e branche, par exemple. Solidarité nationale, ça signifie que on ne laisse pas les gens de mourir chez eux sans s'occuper un peu de leur situation et sans les aider. La société tout entière en est un peu responsable. C'est ça qui existe dans la tête des gens. Alors la solution qu'ils ont trouvée dans notre enquête, c'est intéressant, c'est de penser que le contrat dépendance devait être facultatif. C'est-à-dire, en grande majorité, ils répondent ça. Mais c'est pas si simple, parce qu'un système facultatif, pour qu'il marche bien, ce système, il faut quand même que, d'une part, il y ait suffisamment de gens qui y souscrivent pour qu'ils trouvent un équilibre financier, parce que sinon, vous êtes dans une situation où il n'y a pas assez de cotisations pour faire face aux besoins, et d'autre part, que ce ne soit pas limité aux revenus les plus aisés. Il faut aussi que les gens à revenus modestes puissent participer à un contrat dépendance en fonction de leurs moyens, mais qui ne soient pas éliminés de la situation. Donc, vous voyez, le contrat dépendance est difficile à mettre en place et cependant, c'est une solution assez juste à partir du moment où, comme l'a souligné Philippe, la dépendance, c'est pas une certitude, c'est un risque. Tout le monde ne tombera pas en dépendance, Dieu merci. Il y a des gens qui, jusqu'à la fin de leur vie, sont en bonne santé et peuvent se débrouiller par eux-mêmes. À partir du moment où c'est un risque, ça peut effectivement relever du contrat. Et donc, il y a là tout un débat qui doit se développer dans la société française. Mais Philippe, justement, cette nouvelle branche de la sécurité sociale, est-ce qu'elle sera suffisante pour couvrir correctement ce risque s'il survient dans une famille ? La dépendance, c'est très complexe à gérer. Il y a des soins, la santé. C'est plutôt aujourd'hui du domaine de l'assurance maladie. Demain, ce sera certainement à la charge de la 5e branche. Il y a également la nécessité de s'occuper au quotidien d'une personne dépendante. Donc là également, ce sont des services à la personne, mais nécessitant un savoir-faire. Et on sait très bien que ça coûte assez cher de développer ce type de service. Et puis, il y a également des dépenses liées à l'hébergement. Soit la personne est hébergée dans un établissement spécialisé, un EHPAD, soit, comme c'est le souhait d'une très grande majorité de Français,
reste à domicile, mais il faut adapter le logement sur un ascenseur, sur la largeur des portes, pour faire passer donc la personne dépendante, donc sur un fauteuil roulant, ainsi de suite. Et cela nécessite des sommes extrêmement importantes, en particulier le service. Et puis on sait que dans les prochaines années, si on veut un service de qualité, il va falloir mieux payer les personnes qui s'occupent des personnes dépendantes. Donc, on sait très bien que la 5e branche, qui va être dotée d'un morceau de CSG, de certaines taxes qui existent, n'aura pas les moyens de financer l'ensemble des dépenses auxquelles seront confrontées les familles. Aujourd'hui, la dépendance, ça coûte 23 milliards d'euros donc à l'État et aux régimes sociaux. Ça va doubler d'ici donc 2040. Or, une partie sera nécessairement à la charge des familles. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir, c'est vrai, à la mobilisation de son patrimoine, de son capital et éventuellement à la souscription donc d'une assurance complémentaire. Et là, je vais citer André Renaudin. André Renaudin dit « On cotise pour la retraite durant sa vie professionnelle, on cotise pour la dépendance durant sa retraite ». Je vous remercie infiniment tous les deux. Merci pour votre éclairage, pour vos réponses à ces questions sensibles. Je vous propose de nous retrouver sur amphithéa.com si vous souhaitez revoir cette émission, vous informer sur nos actualités. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Amphithéa Éco. Merci, au revoir.